Bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Gabriel, cofondateur de Broker. Donc aujourd'hui, on va parler de ce service qu'on a lancé en avril dernier. Alors, on va commencer par Broker. Déjà, qu'est-ce que c'est? Broker, c'est une plateforme décentralisée qui permet d'acheter ou de dépenser ses bitcoins. Donc, on va prendre un exemple très simple. On a une personne qui s'appelle John, qui a des bitcoins et qui a envie d'acheter un casque audio. Et en face, on a une personne qui s'appelle Lucie qui a envie d'acheter des bitcoins avec sa carte de crédit. Donc ce qui va se passer, c'est que Lucie va acheter le casque pour John et en échange va récupérer ses bitcoins. Alors à quoi ça sert? Ça sert d'une part à acheter absolument tout ce qu'on veut sur Internet avec des bitcoins. Donc aujourd'hui, tous les sites e-commerce n'acceptent pas les bitcoins. Peut-être qu'un jour ils le feront, mais en attendant, on peut utiliser Broker. Et ça permet d'une seconde part d'acheter des bitcoins avec une carte de crédit ou PayPal, donc sur des sites e-commerce avec une expérience e-commerce classique. Alors pour ceux qui se rappellent, en mai 2010, on a eu la première transaction de Bitcoin. C'était un utilisateur de Bitcoin Talk qui est parti écrire un message et qui a dit la personne qui me fera livrer chez moi 2 pizzas, je lui payerai, donc, en 2010, 10 000 bitcoins. Donc en 5 jours, la personne a trouvé quelqu'un pour faire l'échange. Et en fait, c'est exactement la même chose, sauf qu'aujourd'hui, ça prend beaucoup moins de 5 jours. Et moins de 10 000 bitcoins aussi. Alors, j'ai dit que Broker, c'était une plateforme décentralisée. Donc, je vais un peu justifier notre choix et notre vision là-dessus. Il y a des gens qui nous aiment pas beaucoup, c'est les banques. J'ai pas beaucoup besoin de justifier, je pense. Il y a beaucoup d'échanges qui ont dû fermer parce qu'ils ne trouvaient pas ou qu'ils n'avaient plus de banque. Donc, c'est un vrai problème et c'était très important pour nous de construire un business où on n'a pas besoin de confier une partie de notre travail aux banques, donc ne pas dépendre d'un tiers qui peut nous lâcher d'un jour à l'autre. Et par contre, il y a des gens qui nous aiment beaucoup, c'est les hackers. Donc je pense que tous ceux qui ont un peu travaillé dans le Bitcoin y ont eu à faire un jour. Donc pourquoi ils nous aiment beaucoup? C'est très simple, parce que la plupart des échanges et des plateformes stockent les Bitcoins de leurs clients. Donc ça fait un gros magot à récupérer assez facilement. Donc il y a beaucoup de façons de se protéger. Le plus connu, c'est du cold storage. On a maintenant des wallets hardware. On a des scripts multi-signatures. Mais je pense que tout le monde est d'accord avec moi pour dire que le plus simple moyen de ne pas se faire voler ses bitcoins, c'est de ne pas avoir de bitcoin. Et du coup, je vais vous montrer comment on fait pour ne pas avoir de bitcoin sur nos serveurs. Alors, comment ça marche? On a sorti il y a quelques semaines, peut-être certains d'entre vous l'ont déjà vu, une feature qui utilise du coup des scripts multi-signatures pour faire toutes les transactions Bitcoin. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Déjà, quand un utilisateur arrive sur Broker et s'enregistre, on va générer un petit peu de matériel directement dans son navigateur, donc en JavaScript. On va générer une seed pour récupérer toutes ses clés privées. De cette seed, on va récupérer la master public key pour récupérer uniquement ses clés publiques. On va crypter la seed et on va les protéger du brute force en utilisant l'algorithme script pour le rendre très difficile à brute force. Pour ceux qui veulent parler un petit peu technique, là on n'aura pas trop le temps, mais je suis dispo pendant les questions-réponses après ou plus tard pour en discuter avec vous avec grand plaisir. Alors une transaction sur Broker, comment ça se passe? Donc on va reprendre l'exemple de John qui voulait acheter un casque audio avec ses bitcoins. Alors John, il va sur Amazon, il repère le casque qui lui faisait plaisir, il va prendre le lien Amazon et il va venir sur Broker créer la commande. Donc il précise le lien, son adresse de livraison et combien coûte ce casque. Des utilisateurs intéressés par l'achat de Bitcoin par carte de crédit vont venir et dire « cette offre m'intéresse ». Ils vont venir placer des offres une par une, soit en gardant le cours du Bitcoin à l'instant T, soit en venant préciser le cours du Bitcoin qui les intéresse. Donc John va voir sur son interface Broker toutes les offres sollicitées et va pouvoir choisir en se basant sur la réputation des utilisateurs, en se basant sur l'offre qui a été faite autour du Bitcoin, ou en se basant sur sa perception personnelle, donc le pays utilisateur, est-ce qu'il a déjà fait des échanges avec lui auparavant, etc. Choisir l'offre qui lui plaît le plus. Donc là, John va choisir l'offre de Lucie. C'est là que ça devient intéressant. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on générait des master public keys pour récupérer les clés publiques des utilisateurs. Donc on connaît les clés publiques de John, on connaît les clés publiques de Lucie et on connaît nos clés publiques parce que c'est un nom. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une transaction multi-signature qui sera donc dans le blockchain. Donc,
Le blockchain, c'est quoi? C'est une base de données ouverte et programmable. Donc nous, on va programmer une transaction multisignature, donc, qui va prendre 3 clés et qui va nécessiter 2 clés pour l'ouvrir. Donc on crée une transaction qui implique 3 personnes, et où si 2 se mettent d'accord, peuvent libérer les bitcoins. Donc là, on crée une transaction avec 3 personnes, John l'acheteur, Lucie, John le vendeur, Lucie, okay. L'acheteur, le vendeur et broker. On va récupérer l'adresse publique de cette transaction multisignature et on va l'envoyer à John. On va dire, John, s'il te plaît, dépose les bitcoins qui correspondent à ta commande à cette adresse. Ce qui est important de savoir, c'est que du coup, ces bitcoins vont être stockés dans cette transaction multisignature directement dans le blockchain et non pas sur le serveur de broker. C'est là que ça devient très très intéressant. Par contre, broker va venir monitorer cette transaction et détecter que les bitcoins ont été déposés. Une fois qu'on est sûr que les bitcoins ont été déposés et que le montant est correct, on va dire à Lucie, c'est bon, Lucie, les bitcoins sont dans le blockchain, en plus on peut lui montrer, c'est transparent, regarde, les bitcoins sont là, tu peux les vérifier. Et tu peux aller acheter le casque de John. Donc Lucie va sur Amazon, et là c'est l'expérience e-commerce classique comme on en a l'habitude, à la seule différence qu'elle va rentrer l'adresse de livraison de John, avec sa carte de crédit. On attend un petit peu, le casque est livré chez John, et John, sur son interface, va venir préciser qu'il a bien reçu la commande, et que tout s'est bien passé. Il va donc signer la transaction avec sa clé à lui, pour dire d'envoyer les bitcoins à Lucie, ce qui fait une signature. Lucie va dire qu'elle a envie de recevoir les bitcoins aussi, parce qu'elle a bien fait le paiement. Deuxième signature, donc les bitcoins sont libérés depuis cette transaction multisignature jusque dans la wallet de Lucie. Si jamais quelque chose se passe mal, et si jamais, on va prendre un exemple, Lucie n'a pas fait la commande alors qu'elle devait, John va dire j'ai envie qu'on me rembourse. Et il va signer un remboursement. Il va nous le demander. Nous, on va dire effectivement, on a bien vu que Lucie n'avait pas fait l'achat, et donc on va utiliser notre clé à nous, la troisième, pour renvoyer les bitcoins à John et le rembourser. Alors on a bien vu que du coup sur Broker, il n'y a pas du tout d'argent fiat, donc ni dollars ni euros qui transit via nos serveurs. Tout cet argent-là, tous ces paiements sont faits directement par les commerçants, par Amazon ou peu importe le site. Il n'y a aucun mouvement de bitcoin, tout est stocké directement dans le blockchain et non pas sur nos serveurs. Comme on n'a aucun paiement ni fiat ni bitcoin, on n'est pas soumis aux règles de régulation ni actuelles ni futures, parce qu'on est juste un matchmaker, on est en relation des acheteurs avec des vendeurs, mais en aucun cas on processe de paiement d'aucune sorte. Et les transactions sont extrêmement sécurisées parce qu'avec ces transactions multisignatures, il faudrait réussir à pirater 2 utilisateurs pour voler le contenu d'une seule transaction. C'est pas comme si on pouvait pénétrer sur le serveur d'un échange et pouvoir avoir accès à tous les bitcoins de toute la plateforme. Là, si jamais on arrivait à pirater 2 utilisateurs, on pourrait voler une seule transaction, ce qui limite beaucoup les risques. Alors on a lancé ça il y a quelques semaines et les réactions de la communauté ont été très bonnes, notamment en termes de trafic et de croissance. Donc on a fait x3 sur notre trafic et sur nos commandes, principalement parce qu'on a été bien couvert par les blogs spécialisés, donc CryptoCoins News, Bitcoin Magazine, Cointelegraph, et beaucoup d'autres qui ont relayé les infos. Et sur Reddit, on a eu beaucoup de sujets de la communauté qui sont restés numéro 1 pendant quelques jours. Donc ça montre bien que la communauté est vraiment intéressée par toutes ces nouvelles normes de transparence et de sécurité. Merci. Des questions ? Tu as dit qu'il n'y avait pas de problème de régulation, mais dans le cas de Bitcoin, il y a des problèmes en Allemagne. Ils peuvent arrêter leur service, par exemple. Est-ce que tu as des peurs qu'on vienne un jour te chercher? Est-ce qu'en Allemagne, ton service est disponible? Alors justement, j'ai vu qu'ils avaient été fermés en Allemagne. J'ai pas été voir pourquoi, mais on a un utilisateur qui est venu nous en parler et qui nous a dit que justement, si Local Bitcoins utilisait le même système multisignature que nous, ils n'auraient pas eu ce problème. Donc j'ai pas identifié la source du problème, mais en tout cas, on m'a dit qu'avec nous, c'était bon. Mais a priori, je vois pas pourquoi on aurait de problème, étant donné qu'on ne processe pas le Bitcoin du tout. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe si Julie utilisait une carte volée et que le commerçant ne s'en rend pas compte directement, mais
48 heures comme ça peut arriver? Alors c'est une question qu'on a à chaque fois, donc la réponse est un peu rodée. Du coup, on a pour l'instant en place un système et on en met en place un nouveau. Donc je vais déjà vous parler de ce qu'on a en place à l'heure actuelle et ensuite je vous dirai un peu sur quoi on travaille en ce moment. C'est une prochaine grosse feature notamment. Pour l'instant, on demande aux utilisateurs de vérifier leur numéro de téléphone quand ils s'inscrivent. Donc en fait, on a construit un système anti-fraude qui calcule, qui se base sur beaucoup de patterns comme leur numéro de téléphone, leur provider internet ou téléphonique, leur adresse IP, leur localisation. On calcule énormément de choses sur leur comportement et avec ça, on calcule un risque de fraude supposé qui vaut ce qu'il vaut, mais qui pour l'instant est assez efficace. Donc ça, c'est la première couche. La seconde couche, ça va être l'antifraude intégré directement du commerçant, qui se protège lui-même avec des features comme 3D Secure ou qui fait des vérifications, qui va demander des papiers additionnels, etc. si jamais il a un doute. Et ensuite, la troisième couche, ça va être la réputation sur broker. Après chaque transaction, tu vas laisser un feedback sur le profil de la personne. Et donc, si jamais tu as un peu peur de ces problèmes, tu peux ne prendre que des personnes qui ont déjà beaucoup de feedback de transactions. Si jamais il y a un chargeback qui a été fait, la personne a la possibilité de venir éditer le commentaire. Et donc, du coup, si quelqu'un a déjà fait un chargeback, tu verras tout de suite. Et du coup, quand il y a un chargeback qui se produit, c'est bien l'acheteur qui a un problème. L'acheteur, dans l'exemple, c'était John, c'est ça? Ouais. Mais pour l'instant, en fait, on a fait plusieurs milliers de transactions, on n'a jamais eu aucun problème. On a eu des soucis litigieux, mais souvent les paiements sont refusés avant que les commandes soient faites. Donc on a réussi à rétablir l'équilibre. D'accord. Bonsoir, deux questions. La première, est-ce que vous prenez une commission sur les transactions? Comment vous faites? Quel est votre business model? Est-ce que vous prenez une commission sur les transactions? Et deuxième chose, je pense que certains dans la salle, vous avez vu au meetup Bitcoin Startups il y a quelques mois. Et vous étiez fait pas mal tracher sur la sécurité. Et là, vous avez vraiment trouvé la méthode pour résoudre ça. Donc bravo. Merci. Donc notre business model, on prend 1% de chaque côté, donc 1% à l'acheteur et 1% au vendeur, tout simplement. Donc ça veut dire qu'en fait, on pré-signe les transactions, on récupère les SIG hash et on leur fait signer dans le navigateur. Donc en fait, on leur fait signer une transaction, on leur demande de récupérer 98% et de nous envoyer à nous 2%, en utilisant du coup 2 outposts. Il y a beaucoup de transactions aujourd'hui qui sont faites en 3 fois sans frais, avec des paiements qui sont des paiements aux parties à crédit. En tout cas, sur la partie e-commerce, c'est vraiment des choses qui existent beaucoup. C'est un peu sur ça que proposent les modèles CTLM, Sofinco, Finaref, etc. Je ne vais pas tous les citer. Est-ce que vous savez si aujourd'hui ce mode de fonctionnement en 3 fois sans frais ou à crédit est en train d'être réfléchi? Est-ce qu'il y a des réflexions sur ce domaine-là? Est-ce qu'il y a des solutions qui existeraient déjà? Et comment est-ce qu'on pourrait éventuellement les implémenter? Pour payer en plusieurs fois avec des bitcoins? Oui, tout à fait. On n'y a pas du tout réfléchi. Pour être honnête, pour l'instant, on travaille à faire un produit qui est vraiment efficace avant de se lancer dans des questions un petit peu plus secondaires. On essaie de construire un produit qui se calque sur les cas les plus usuels. On ira dans plus spécifique ensuite, je pense. Alors, en fait, quand on regarde les transactions sur la partie e-commerce, on s'aperçoit qu'au-delà d'un certain montant, plus de 85% des transactions sont faites en 3 fois sans frais. Donc c'est pour ça que je pose cette question, parce que c'est un vrai sujet. D'accord, je ne connais pas du tout les chiffres, mais notre panier moyen, le panier moyen est à 130 $. Du coup, je ne sais pas du tout si on rentre dans ces catégories-là. Pardon, oui, ça commence. Effectivement, ça commence. On le voit notamment sur des clients comme la Redoute, où le panier moyen est est l'ordre de 300 €, où là, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup 3 fois sans frais. Bah, c'est une bonne piste de réflexion, hein, merci. Bonjour. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que vous avez une liste de places de marché finie, prédéterminée, pour lesquelles vous avez des interfaces préprogrammées, ou est-ce que c'est libre? Et
les litiges ils sont vérifiés de manière algorithmique ou par des humains et comment ça marche? Alors l'idée qu'on a eue quand on a lancé ce service, c'était qu'on ne savait absolument pas ce que les gens allaient pouvoir en faire. Et du coup, on veut les laisser vraiment très très libres de faire ce qu'ils veulent. On a vu par exemple des gens qui ont réussi à payer leur... comment on dit fine en anglais? Leurs amendes de parking, pardon, voilà, en Bitcoin avec ça. Il y a des gens qui ont réussi à payer leur loyer en demandant à quelqu'un d'autre de faire un virement. Il y a des gens qui vont acheter tout simplement des livres ou des CD sur Amazon. Donc nous, on veut vraiment les laisser libres et voir quel usage se démocratise vraiment. Et on voit qu'il y a beaucoup de gens qui s'amusent à essayer de payer des choses un peu exotiques, notamment comme les amendes ou même des objets dans d'autres pays auxquels ils n'ont pas eux accès avec leur monnaie. Sur Broker, du coup, on a décidé de pas du tout les brider là-dessus. Et pour ce qui est des conflits, ils sont résolus pour l'instant à la main. Oui, bonsoir. Sur l'exemple que vous citiez, a priori le cash, donc le cash réel et les bitcoins ne sont pas échangés en même temps, c'est ça? C'est-à-dire que Lucie fait l'achat, attend que John va attendre de recevoir son CAS. Une fois qu'il a reçu son CAS, donc le paiement a déjà été fait en euros, on va dire. Donc à ce moment-là, il libère les bitcoins. Exactement. Donc qu'est-ce qui se passe si John refuse finalement de lâcher ses bitcoins? Si John refuse de lâcher ses bitcoins, déjà il n'a aucune raison de le refuser parce qu'il a reçu son objet, il n'a rien à gagner en fait à le refuser. Mais imaginons qu'il le fasse malgré tout. Lucie va nous appeler, va nous envoyer un message, va cliquer sur un bouton et va demander à recevoir le paiement. Donc va signer la transaction. Nous on va recevoir un message sur nos interfaces et on va regarder ce qui s'est passé. On va lui demander, normalement la personne a déjà fourni en fait dans les moyens de communication qu'on propose le numéro de tracking et la confirmation de commande et beaucoup de ces choses là. Ce qui fait que c'est très facile de vérifier si la commande a réellement été faite ou pas. Et si la commande a réellement été faite, on décidera d'envoyer les bitcoins. Et le délai moyen entre le moment où je paye en carte bleue et je reçois les bitcoins, généralement, La question c'était quel est le délai moyen entre le moment où on paye en carte bleue et le moment où on reçoit les bitcoins. Du coup, le délai moyen c'est 4 jours à peu près. Mais en fait, il y a des orders qui se font en 1 heure parce que les personnes achètent des biens digitaux, du coup une carte cadeau par email ou un MP3, un e-book, donc ça c'est instantané. Et parfois les commandes se perdent sur Amazon, donc là c'est les cas un peu plus compliqués qui font un peu traîner les délais. Mais la moyenne c'est 4 jours. Question? Merci. Je vais répondre à monsieur qui avait posé la question pour les bitcoins. Alors je sais pas, j'ai pas bien vu qui c'était. Mais en fait, peut-être que vous n'avez pas compris, mais John envoie les bitcoins avant que l'achat soit fait. Donc les bitcoins sont séquestrés dans l'escroc et il ne peut pas les récupérer. Donc il n'attend pas que de recevoir l'objet pour dire est-ce que je vais payer ou pas. Voilà. Je crois que Bonjour, je m'appelle Eric Larchevêque et je suis le président de Ledger, qui est une nouvelle start-up dont on va vous présenter un petit peu ses produits aujourd'hui. Ledger, son origine, eh bien, c'est la réunion de 3 start-up que vous connaissez peut-être. La maison du Bitcoin, qui a été créée en mai de cette année, Chronocoin, qui est un échange qui permet d'acheter des bitcoins en ligne avec sa carte de crédit, et BTChip, qui s'est spécialisé en fait sur la création de wallet, de hardware wallet basé sur de la carte à puce. Donc ce sont 3 startups, on s'est réunis et on partageait une vision commune qui était de trouver une solution à un problème très important sur Bitcoin, qui est la sécurisation des bitcoins, mais pour l'utilisateur final. Et donc on s'est mariés en quelque sorte, hein, on a fusionné. Et donc aujourd'hui c'est 3 startups forment une startup qui s'appelle Ledger. On est 15 personnes.
Et on travaille donc tous à développer le Ledger Wallet, qui est le produit que je vais vous présenter maintenant. Dans Bitcoin, on dit toujours que la sécurité, bien évidemment, est très importante. Le protocole n'a pas de souci de sécurité, il n'y a pas de point central en fait, de compromission ou qui peut amener à des problèmes. La blockchain fonctionne très bien. Par contre, au niveau de l'utilisateur final, puisque Bitcoin en quelque sorte c'est du cash, eh bien, il y a toujours ce souci de se faire voler ces bitcoins. Parce que quand on possède des bitcoins, en réalité, on ne les possède pas vraiment. On a une sorte de propriété. En fait, ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle une clé privée, c'est un secret qu'on doit garder. Et le détenteur de ce secret, de cette clé privée, peut signer une transaction pour payer les bitcoins et donc dépenser les bitcoins. Et ce secret, qui est en fait une information et puis une donnée, eh bien, si on la stocke sur son ordinateur, c'est pas évident de la protéger. Si vous avez du cash, un lingot, vous savez comment faire, vous le mettez dans un coffre, vous achetez un fusil, vous débrouillez, ou alors vous le mettez à la banque, si vraiment vous voulez. Mais en ce qui concerne vos clés privées, votre secret, qui donc quelque part représente vos bitcoins, la propriété de vos bitcoins, là c'est beaucoup plus difficile. Même un geek ne sait pas forcément bien sécuriser son ordinateur. Et si on veut imaginer que Bitcoin devienne en fait soit utilisé partout dans le monde par tout le monde, il faut qu'on ait des solutions de sécurisation des Bitcoins parce qu'on commence déjà à avoir de plus en plus de problèmes de gens qui se font voler leur Bitcoin, qui ne comprennent pas trop ce qui se passe. Eh bien parce que les gens utilisent des wallets, donc des logiciels pour gérer leur Bitcoin, qui souvent sont installés sur un ordinateur ou même sur Internet ou sur un mobile, et c'est pas sécurisé. C'est juste une question de temps avant qu'un malware, un virus ou quoi que ce soit, en fait, vienne récupérer votre clé privée, puisqu'elle est présente en clair sur votre ordinateur, puisque vous avez besoin de signer la transaction, même si à un moment elle est encryptée, vous avez toujours besoin de la décrypter, de l'avoir en clair. Et c'est là où un malware peut le récupérer. Et comme on est sur Bitcoin, c'est décentralisé, il n'y a pas de monsieur Bitcoin, il n'y a pas de banque, et bien si on les a perdus, et on ne peut pas revenir en arrière. Il est donc extrêmement important d'avoir des solutions qui soient simples, qui ne coûtent pas cher, et qui permettent donc de sécuriser les Bitcoins de tout à chacun. Alors nous, on a un produit, ça s'appelle le Ledger Wallet, qui est sorti très récemment. C'est ce qu'on appelle un hardware wallet. C'est un petit device qui ressemble à une clé USB, mais à l'intérieur, ce n'est pas une clé USB, ce n'est pas une mémoire flash, c'est une carte à puce. La carte à puce, vous connaissez, ça fait des dizaines d'années qu'on en a. Hein. C'est exactement le même type de carte à puce qu'on va retrouver dans une carte de crédit ou dans un passeport. Et la fonction de cette carte à puce, ça va être de garder, de stocker vos clés privées et d'effectuer en fait toutes les opérations sensibles, notamment des signatures de transactions. Donc une carte à puce, quel est l'intérêt en quelque sorte? Vous savez que c'est très sécurisé, c'est certifiable, il n'y a jamais eu jusqu'à présent le moindre problème en fait, de sécurité avec ces cartes à puce. Et surtout, ce sont des éléments qui sont intégrés et qui permettent donc d'avoir des produits qui au final ne coûtent pas très cher, puisque un élément sécurisé, une carte à puce, va avoir à l'intérieur tout un tas d'interfaces et de possibilités qui permettent de créer des produits intégrés sans avoir besoin de mettre énormément d'électronique autour. Donc au niveau de Ledger et du Ledger Wallet, on est full stack, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est construit sur Javacar, pour ceux qui connaissent, c'est basé sur un système d'exploitation embarqué qui est custom, qui a été réalisé depuis 3 ans par la société BTChip, et qui intègre donc toutes les fonctions de crypto de Bitcoin qui permettent d'avoir en fait ce qu'on appelle un wallet déterministe, c'est-à-dire que ce wallet n'a juste besoin de stocker une seule clé privée, ce qu'on appelle une seed, et qui va pouvoir générer une infinité d'adresses. Et donc, une fois que cette clé a été créée à l'intérieur de la carte à puce, eh bien, on n'a plus besoin de réécrire de nouvelles clés privées, puisqu'on peut créer une infinité d'adresses. Et donc, on est dans un système où la clé ne va plus jamais sortir. Et on va faire une démonstration du Ledger Wallet. Vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, puisque son usage est vraiment très simple. Donc là, c'est un ordinateur. Je pense qu'on va pouvoir directement aller sur... Alors, vas-y. Ouais, ok.
tout ce que j'espère, c'est que c'est la version récente de Chrome, puisqu'on a besoin de Chrome 38, on va voir. Et là, on va pouvoir voir effectivement que je vais pouvoir en fait me connecter avec mes bitcoins sur cet ordinateur sans avoir à me poser de questions, savoir est-ce qu'il y a un keylogger, est-ce qu'il y a un malware. Je pourrais tout à fait être dans un cybercafé. Donc là, c'est une clé qui est vierge, donc on va voir comment ça se passe en fait eh bien, quand on l'initialise. Ça ne veut pas cliquer. Si, c'est bon. Voilà. Donc la première fois, en fait, on va installer une application Chrome, puisqu'on va utiliser en fait donc, le Ledger Wallet, qui est une application intégrée. On pourrait utiliser d'autres applications comme Electrum par exemple ou Multibit, c'est-à-dire que c'est un système qui est basé, qui est ouvert hein, avec des API. Donc on peut intégrer n'importe quel type de wallet en quelque sorte, mais on va en proposer un, lui, qui s'installe facilement. Donc on plug la carte, et là c'est la première fois, donc ce qu'on peut faire c'est générer un nouveau wallet. Donc là on va générer une clé sur cet ordinateur, donc normalement cette étape-là il faut mieux la faire sur un ordinateur qu'on va contrôler. Donc on génère un code PIN, donc c'est comme une carte de crédit, ça va protéger en fait l'accès à la clé. Donc une fois qu'on a créé son code PIN, eh bien, il y a un tirage de seed qui est effectué et on va devoir sauvegarder cette seed sur un papier spécial qui est donné avec la boîte, qui ça va être son backup, sa copie de sauvegarde, et ça on va le mettre au coffre. Parce que si jamais on va perdre sa clé physique, hein, ce qui peut arriver, eh bien grâce à ces 24 mots, on va pouvoir en régénérer une autre, et donc régénérer la clé et retrouver l'accès à tous ces bitcoins. Donc une fois que c'est terminé, on ressort le wallet, on le réinsère, on rentre son code PIN, et là on va pouvoir avoir accès en fait, à toutes les fonctions de base d'un wallet, à savoir envoyer, recevoir des bitcoins. Et toutes les opérations de signature se feront à l'intérieur de la carte à puce. C'est-à-dire que là, je pourrais tout à fait connecter mon wallet personnel, faire des paiements sans avoir du tout besoin de m'assurer que le PC soit sécurisé, qu'il n'y ait pas de keylogger, etc. Donc on a vraiment quelque chose qui est très sécurisé, qui est l'équivalent en fait d'une sécurité type paper wallet, c'est-à-dire quelque chose que vous allez mettre au coffre, mais avec la possibilité de l'utiliser. Parce que c'est bien beau de mettre des paper wallets dans un coffre, vous ne pouvez pas vraiment les utiliser, et lorsque vous allez vouloir en fait les réinsérer pour les utiliser, vous avez à chaque fois la problématique que la clé privée, à un moment ou à un autre, elle va circuler en clair sur le réseau. Voilà, donc c'est un produit qui est très simple à utiliser, qui est donc aujourd'hui disponible et que l'on commercialise sur notre site Ledger Wallet. Donc on le commercialise dans le monde entier, on fait pas mal de salons. Là on a notre directeur technique qui est dans l'avion pour Séoul. Il y a 2 jours on était à Rio. Avant, on était à Hong Kong. Là, on va faire le CES à Las Vegas. Et donc, on va vraiment en fait développer ce produit. On cherche des revendeurs dans le monde entier, des distributeurs, puisqu'on est sur un produit qui est complètement global, puisqu'il y a, encore une fois, comme pour Broker, pas de régulation, c'est complètement décentralisé, c'est juste du hardware, du software. Le business model, il est simple. C'est un produit qu'on va vendre 29 € hors taxe. Donc, disponible par la vente en ligne sur le site internet, hein, on ship dans le monde entier, on livre dans le monde entier, on a un programme d'affiliation et on a aussi un programme donc, de revendeurs. Aujourd'hui, c'est vendu donc évidemment à la maison du Bitcoin à Paris, mais aussi à Denver, à l'ambassade Bitcoin au Canada, et d'autres on est en train en fait, de signer pas mal de monde qui veulent revendre notre produit. Rapidement, la roadmap, le futur. Donc on a aujourd'hui une première version du wallet là qu'on vous a présenté. La prochaine étape, c'est le NFC. Donc là on a ici des premiers prototypes, on en a une centaine. Eh bien c'est connexion avec un mobile, donc par le NFC ou alors le BLE, c'est-à-dire le Bluetooth Low Energy. On a aussi des prototypes en cours de développement avec un écran qui permet de valider les signatures. Actuellement on utilise une carte de sécurité. Et on a aussi bien entendu des API qui vont être ouvertes pour permettre en fait la connexion extrêmement facile à un autre site, puisque là on parle d'identité digitale et le but c'est que lorsque vous allez mettre la carte dans l'ordinateur, vous allez pouvoir vous connecter automatiquement à des services tiers, comme par exemple le broker, qui pourront vous reconnaître en fait en tant que porteur de la carte et donc éviter de créer un compte ou de le créer en tout cas de manière très très simple.
On travaille aussi sur l'existence et le développement en fait, de ces hardware wallets sur des TEE, c'est-à-dire en fait des environnements sécurisés qui existent déjà dans vos téléphones portables. Le but, c'est qu'à 2 ans ou 3 ans, en fait, le hardware wallet soit directement intégré à l'intérieur de votre téléphone portable et que ce soit juste une feature, et donc de pouvoir en fait, utiliser votre téléphone portable comme avec les mêmes performances de sécurité qu'une carte à puce, puisqu'on est au niveau de l'OS, ce qu'on fait ce sont des OS finalement, c'est pas tant du hardware, et donc on est capable de se porter sur tout type d'environnement. Voilà pour la présentation des Ledger Wallet. Si vous avez des questions, je vous écoute. Merci. On avait vu un concurrent qui avait fait un petit peu de bruit, qui était Trésor. Comment est-ce que Ledger se différencie de Trésor? Alors Trésor, c'est un hardware wallet aussi qui remplit un petit peu la même fonction, mais qui est bâti sur une architecture différente. C'est pas c'est pas une carte à puce, c'est ce qu'on appelle en fait un microcontrôleur normal et qui donc nécessite beaucoup plus de hardware autour. Donc c'est pour ça que par exemple, nous on est à 29 € hors taxe, eux ils sont plutôt aux alentours de 119 €. Et surtout, le fait d'avoir des cartes à puce nous permettra d'évoluer vers le NFC, etc. assez facilement, alors que ce sera beaucoup plus difficile pour eux. C'est juste une différente approche d'architecture. Notre objectif, c'est de vraiment faire en sorte que le hardware wallet, la sécurité, soit accessible à tout le monde et qu'au final, à la fin, on n'utilise pas vraiment de paper wallet parce que finalement, un hardware wallet, ça ne coûtera pas tellement plus cher que ça. Donc c'est ça la différence de vision. On veut vraiment avoir un produit très simple et qui soit le moins cher possible pour avoir une diffusion massive afin d'aider au développement de Bitcoin. Bonsoir. Je ne sais pas si vous connaissez Paycoin, forcément j'imagine. Leur sortie est annoncée avec un partenariat avec Visa et du coup une solution de carte. Et surtout un transfert quasi immédiat avec une monnaie euro ou dollar du wallet. Vous en êtes où par rapport à ça? Alors, nos solutions ne fonctionnent que sur le système de blockchain, à savoir Bitcoin, mais aussi ça peut être d'autres altcoins, notamment ça peut être les sidechains par exemple, on est en contact avec Blockstream pour ce genre de choses. En ce qui concerne le paiement sans contact par exemple, eh bien aujourd'hui avec ce type de carte, on peut tout à fait dire qu'une partie des Bitcoins sont disponibles pour un paiement immédiat par NFC. On a déjà des systèmes qui fonctionnent sur des point of sale en fait en paiement sans contact. Donc aujourd'hui on a des démonstrations qui fonctionnent, avec ensuite une télécollecte qui va se faire avec un acquéreur, mais ce sera au niveau de l'acquéreur qui devra faire le transfert entre le Bitcoin et l'euro pour pouvoir ensuite payer le marchand en euros s'il le souhaite. Mais aujourd'hui ce type de technologie est vraiment uniquement sur la blockchain ou sur Bitcoin. Et on n'intègre pas en fait de monnaie fiat, on n'est pas du tout en fait dans le système Visa ou Mastercard, c'est pas la direction qu'on souhaite prendre aujourd'hui. Est-ce que c'est pas dans votre intérêt du coup de vous rapprocher de Visa ou Mastercard pour s'assurer que votre système soit implémenté à la sortie du Paycoin? Évidemment, ce sera orienté Bitcoin. Je ne pense pas. Aujourd'hui, on est sur un système qui est complètement alternatif. Je pense qu'aujourd'hui, des sociétés comme Visa ou Mastercard cherchent plutôt à supprimer le cash, à détruire le cash, à ne plus l'utiliser. Bitcoin, c'est du cash. Donc je ne pense pas que ce soit compatible. Et aujourd'hui, je ne pense pas c'est encore trop tôt, je pense, pour aller discuter avec de toute façon ce type de société. Je ne sais pas si on aurait grand chose à se dire aujourd'hui, mais aujourd'hui on n'est pas dans ce type de démarche en tout cas. Oui, j'avais une question. Ce qui m'interpelle un peu dans la présentation, c'est de dire que finalement, Ledger, on peut le brancher sur une machine qui est compromise et quand même avoir la sécurité des bitcoins. Oui. Ça me semble absolument impossible s'il n'y a pas d'écran sur le device. Parce qu'une machine compromise, on branche la clé Ledger qui signe les transactions, on lui fait finalement signer n'importe quoi et il n'y a aucun moyen de se rendre compte que finalement on signe n'importe quoi. Alors pas tout à fait, puisque nous avons ce qu'on appelle une clé de second facteur qui fait office d'écran. Cette clé de second facteur va nous permettre en fait de faire un pairing avec une application mobile qui va faire un challenge en fait, montrer l'adresse qui est signée par la clé et on va donc pouvoir faire une vérification visuelle.
Donc le système d'écran déporté sur le mobile permet d'assurer une sécurité, d'éviter les attaques type man in the middle. Et donc ce problème a tout à fait été intégré en fait dans le Ledger et on a une solution qui fonctionne sur une architecture sécurisée. Il faut installer une application en plus sur le mobile pour valider la transaction? Soit on utilise la carte, voilà, donc il faut avoir la carte avec soi, c'est un niveau de sécurité supplémentaire. Soit si on veut avoir une UX un petit peu plus sympa pour éviter de taper à chaque fois, enfin faire la bataille navale, on peut utiliser l'application mobile. Lorsqu'on va faire le paiement, ça va pusher l'application. On va vérifier le montant et l'adresse de paiement. Et si c'est bon, on valide et ça va valider le paiement au niveau de la carte. Donc c'est pas obligé, mais c'est une possibilité. C'est ce que la plupart des gens, je pense, vont choisir. D'accord. Parce que du coup, ça semble beaucoup moins simple comme ça. Moi, je suis curieux de voir qu'est-ce que ça donne vraiment en démonstration, quoi, avec le second facteur. On pourra faire une démonstration avec ce second facteur-là tout à l'heure. Avec plaisir. Du coup, le seul facteur de risque qui reste entre guillemets, c'est au moment de la création du PIN et des clés pour la volatilité. Oui. Actuellement, tant qu'effectivement il n'y a pas d'écran intégré avec la carte, il y a un facteur de risque au niveau de la création. Dans 6 mois, on aura des hardware wallets avec un écran qui permettront donc d'avoir le second facteur intégré, mais aussi de générer la clé et de la recopier à la main depuis l'écran dans un environnement complètement sécurisé. Une petite question de cas d'usage en fait. Est-ce que vous allez concurrencer YubiKey avec ça si je fais une micro-transaction pour m'identifier sur un site sur lequel j'ai enregistré une adresse par exemple? Oui, enfin pas directement puisqu'on est quand même relié encore une fois au système blockchain, mais la prochaine étape c'est d'intégrer BitID qui permet justement de faire de l'authentification sur les services tiers. Et là, il y a aussi un marché assez important puisque tout ce qui est gestion d'authentification par clé externe, on va dire que ça ne marche pas très bien, ça coûte très cher, c'est très compliqué. Et nous, on a vraiment une solution qui est très simple, qui pourrait être utilisée aussi assez facilement sur ce type de solution, et c'est quelque chose qu'on est en train d'étudier. Et du reste, la technologie qui est à la base en fait, du Ledger Wallet est actuellement utilisée par Google pour le second facteur. C'est-à-dire quand vous faites second facteur, vous pouvez soit mettre l'application mobile Google Authenticator, soit commander en fait une clé qui ressemble fortement au Ledger Wallet et qui a été fait aussi par BTChip, enfin Nicolas Baca et ses équipes, et que Google utilise pour authentification. Donc on est vraiment très très proche de ce que tu viens de décrire. Si au moment où tu initialises ton Ledger Wallet, tu le fais sur une machine compromise, t'es mort. Oui. C'est pour ça qu'il faut faire attention, effectivement, il faut, à ce moment-là, il faut plutôt vérifier qu'on est dans un environnement de confiance. Oui, oui, tout à fait. Oui, je voudrais savoir pour la sécurité de l'OS, il est certifié comment? Il est open source, il est vérifié par une tierce partie? Alors, les outils crypto, elles viennent de librairies que vous avez implémentées vous? Alors, c'est pas open source, puisque en fait, c'est basé. On peut pas montrer de source tout simplement parce qu'il y a des NDA assez complexes avec les fondeurs. Donc on peut pas montrer, en fait, ouvrir, c'est pas encore possible. Par contre, une carte à puce permet de prouver le code qu'elle exécute, et c'est plutôt ce genre de solution qu'on va choisir pour pouvoir prouver et démontrer en fait que le code exécuté en temps réel correspond bien à celui qui est attendu. Et donc, de résoudre ces problématiques en fait de closed source open. Mais par contre, on est open spec aussi, c'est-à-dire qu'on peut vraiment vérifier ce qu'est censé faire la clé. On a donc, et en ce qui concerne les certifications, c'est quelque chose sur lequel on travaille, mais ça peut prendre de 18 mois à 24 mois. Pouvez-vous détailler ce qui se passe en cas de perte de clé? Cette procédure de restauration de clé en ayant un seul mot, je n'ai pas trop compris. Alors, lorsque vous copiez en fait les 24 mots, c'est une représentation simple à comprendre pour un humain de votre clé, en fait, de votre mot de passe, en fait, votre clé privée. Si jamais vous perdez la clé, donc vous perdez donc la clé privée qui est stockée à l'intérieur de la puce, vous avez la possibilité de la restaurer en ressaisissant lors de l'initialisation ces 24 mots. Ces 24 mots correspondent donc à la master seed, la clé privée maître, qui permet de dériver ensuite toutes vos autres clés privées et toutes vos adresses, et qui permet donc de retrouver l'accès à tous vos bitcoins. Si vous perdez votre clé et vous perdez votre backup, là vous avez tout perdu.
Donc il est important de jamais avoir les deux en même temps et de toujours garder votre backup soit dans un coffre, soit de le distribuer. Il y a après des stratégies de multi-distribution pour pouvoir, par exemple, avoir 2 morceaux sur 3 pour recoller. Enfin bref, après il y a d'autres solutions, mais le cas le plus simple, c'est de le garder au coffre dans un endroit qu'on maîtrise. Et là, on pourra toujours retrouver l'accès à ces bitcoins. Et pas forcément avec le Ledger Wallet du reste. Hein. Ce n'est pas une solution qui vous force à rester avec le Ledger Wallet, c'est complètement ouvert. Merci. On a quelques minutes de retard. Je vous propose pour les questions suivantes, on pourra le faire pendant le buffet. Merci. Bonsoir. Je vais donc vous parler un petit peu de Pemium et surtout des projets que nous avons actuellement et un peu le chemin vers lequel nous nous destinons avec Pemium. Alors, on ne sait pas très bien où Bitcoin va aller, mais nous on sait exactement ce qu'on veut construire avec Pemium. Pemium, on va en faire une Bitcoin Bank et un processeur de paiement Bitcoin. C'est-à-dire qu'on va proposer à nos clients particuliers des moyens de paiement qui sont les moyens de paiement actuels, et de demain, c'est-à-dire qu'ils fonctionneront en euros et en bitcoin de façon assez transparente pour pouvoir avoir à disposition des outils qui permettent d'envoyer de l'argent n'importe où et de payer n'importe où sans avoir à se poser de questions. La deuxième chose, c'est que nous allons adresser le marché du paiement et donc des professionnels. Nous avons commencé à le faire avec des marchands, mais également avec des processeurs de paiement et des industriels, de façon à intégrer la technologie Bitcoin et l'offre de Pemium auprès de cet écosystème pour vraiment utiliser la brique Bitcoin comme une brique d'interopérabilité des paiements qui fait cruellement défaut aujourd'hui dans les systèmes de paiement électronique. Ça ne marche pas. Non, c'est pas grave. Sabotage. Ah ouais. Donc la première chose, c'est l'offre marchand de Pemium. L'offre marchand de Pemium, la première chose qu'on peut dire pour un marchand, c'est que ça lui permet d'accepter les paiements en Bitcoin, mais d'être payé immédiatement en euros. Un des grands sujets, c'est la volatilité du cours du Bitcoin. Se dire, ouais, mais moi, si j'accepte les paiements en Bitcoin, comment ça se passe? Je ne peux pas prendre le risque. Si le Bitcoin se casse la gueule de 20%, je ne peux pas perdre mon chiffre d'affaires. Donc, Pemium garantit au marchand que lorsqu'il encaisse 300 € qui sont payés 1 Bitcoin, il recevra 300 € pile poil. Ces transactions sont garanties sans chargeback et sans fraude, puisqu'elles sont faites en Bitcoin, et donc le paiement est garanti et ne peut pas être inversé. Le paiement, en revanche, dans le respect de la loi, le marchand a toute la liberté de rembourser son client s'il n'est pas satisfait de sa transaction. La solution de paiement est évidemment compatible avec toutes les solutions d'e-commerce. La particularité pour un marchand, c'est qu'une transaction lui coûte 0% plus 0 € la transac. Donc ça ouvre la porte aux microtransactions et c'est une offre qui est assez attractive lorsqu'on est un marchand avec des flux internationaux, qu'on a à gérer de la fraude et des cartes multi-pays, multi-devises. Aujourd'hui, l'offre est encore gratuite. Un jour, en 2015, elle deviendra payante sur une base forfaitaire de 19,90 € par mois. Et comme vous l'avez vu, effectivement, on a intégré cette solution, entre autres, mais en tout cas c'est le plus gros marchand, avec showroom privé depuis quelques semaines maintenant, finalement un mois et demi ou deux. Et alors on s'attendait à ce qu'il n'y ait pas beaucoup de transactions, et effectivement il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a de plus en plus, et sur des montants de plus en plus significatifs. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle sur l'usage du moyen de paiement Bitcoin. Une autre chose, c'est le bouton de paiement. Donc, si vous avez un blog, si vous êtes dans une démarche où vous voulez recevoir des fonds en Bitcoin sur une vidéo, sur justement un blog, un article ou autre chose, vous pouvez créer un bouton de paiement Bitcoin. Vous allez sur le site Pemium, vous rentrez les paramètres de votre bouton de paiement en disant ben voilà, moi je vais me faire payer 15 € telle chose ou 10 centimes, ce qu'on veut.
et ça vous permettra avec la ligne de code de l'intégrer sur votre site et de générer donc les deux écrans factures qui apparaissent quand je clique sur acheter en Bitcoin. On peut me demander facultativement, selon ce que je vends, une adresse email et une adresse de livraison, mais si c'est un bien numérique, je peux ne pas avoir cette étape-là. Et ensuite, une étape de paiement qui permet au client de payer instantanément en Bitcoin. Vous pouvez choisir derrière d'avoir cette somme en Bitcoin qui est conservée en Bitcoin sur votre compte chez Paymium ou convertie également instantanément en euros si vous le préférez. Donc ce n'est pas une solution marchand, a priori, c'est vraiment une solution plutôt de démarrage pour un petit site, pour une démarche associative ou personnelle du Bitcoin. Ce n'est pas une offre marchand. Les market orders, c'est une fonctionnalité qu'on va mettre en ligne en tout début de semaine prochaine chez Paymium. Chez Paymium, si vous êtes utilisateur, vous savez que pour acheter et vendre des bitcoins, il faut placer des ordres limites. Ce qui pour certains a été un petit peu contraignant ou trop difficile. Et donc on va mettre en place un système très simple de market orders qui vous permettra donc de dire, si vous avez envoyé 100 € chez Paymium, de dire je veux acheter pour 100 € de bitcoin. À présent, il fallait dire je voulais acheter X bitcoin à tant € de bitcoin, c'était un petit peu plus compliqué. Donc maintenant c'est beaucoup plus simple. Vous pourrez acheter instantanément vos bitcoins et on vous donnera le prix moyen auquel vous recevrez vos bitcoins, qui ne sera pas forcément le prix optimal par rapport à un ordre limite, mais qui sera le prix le plus attractif au moment donné pour la somme que vous voudrez recevoir. Et enfin, on vient de sortir le hot wallet de Paymium. C'est un wallet déterministe qui est sur l'App Store, qui a été gentiment repris sur la base du code de Aaron Voisine qui a développé le Bread Wallet. Donc c'est un wallet Bitcoin uniquement, très simple, qui vous permet d'envoyer et de recevoir des Bitcoins, sur lequel vous sauvegardez votre passphrase de 12 mots également, un petit peu comme Ledger où il y en a 24, mais là il y en a 12, pour sécuriser vos clés et vos Bitcoins. Et ce wallet, c'est la première étape des solutions de paiement mobile que nous allons développer, c'est-à-dire que celle-ci est entièrement en Bitcoin. Et demain, dans les prochaines évolutions, on intégrera très vraisemblablement, et le plus vite possible, le rapprochement avec un compte en euros Paymium qui vous permettra de dépenser à la fois vos Bitcoins ou des euros par le réseau Bitcoin. L'intérêt ultime, c'est qu'il y aura toujours une communauté de Bitcoiners, et une communauté de gens qui ne seront pas des Bitcoiners, mais qui pourront, avec un porte-monnaie prépayé en euros, payer chez n'importe quel marchand en Bitcoin. C'est la vision que nous avons de Bitcoin, c'est vraiment l'interopérabilité des paiements. Et demain, avec mon wallet Paymium en euros, je pourrai aller chez un marchand qui accepte le Bitcoin aux États-Unis ou en Afrique du Sud et le payer en euros, mais la transaction sera réalisée via le réseau Bitcoin. C'en est fini pour nous. Malheureusement, c'est la fin de l'année, comme les projets prennent toujours beaucoup plus de temps. On ne peut pas vous faire toutes les annonces qu'on voudrait maintenant, mais j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir en début d'année prochaine pour vous parler d'événements assez importants dans l'écosystème et pour Paymium et pour l'écosystème Bitcoin. En attendant, je vous remercie pour votre attention. Un grand merci à Aurélien et à Google pour leur accueil. Et bravo à Broker et Ledger pour vos produits et présentations. Merci à tous.